à toutes et à tous. Merci aux organisateurs de m'avoir invité. C'est un plaisir d'être là pour vous parler de l'empowerment du patient et de voir avec vous s'il s'agit d'une réalité ou bien si c'est un mythe. Alors, comme je suis médecin, je vais d'abord vous montrer mes conflits d'intérêts, comme ça c'est fait. Je permets de clore ce débat-là. Et donc de passer d'emblée à ce qu'on a appelé, ce que les anglo-saxons appellent la patient centricity. Alors la patient centricity, c'est quelque chose dont on entend parler énormément depuis quelques années. De nombre de séminaires, de formations qui sont consacrés fleurissent comme au beau printemps. Comme si tout d'un coup on avait découvert quelque chose, comme si tout d'un coup on avait découvert que derrière les soins que l'on donne, il y a un patient. C'est un petit peu surprenant, évidemment, on s'en rend compte brutalement comme ça. Donc je vais essayer de voir avec vous pourquoi d'abord c'est comme ça, et puis qu'est-ce qu'il y a derrière ce concept de patient centricity. Est-ce qu'il s'agit, comme Elisabeth l'avait dit dans son introduction, d'un slogan, ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus concret? Alors pourquoi est-ce que tout d'un coup on se remet à penser aux patients au milieu? Parce que l'hôpital évolue, on a vu évoluer entre au départ des soins aigus et le passage à des soins plus chroniques, parce que les maladies aiguës ont tendance à régresser, les maladies chroniques à augmenter, et donc les traitements de longue durée également ont tendance à fleurir. Et c'est bien là le challenge aujourd'hui de l'hôpital, c'est le challenge de la santé publique en général. Un quart de notre population aujourd'hui est atteinte d'au moins une maladie chronique. À côté de ça, un patient sur deux ne prend pas ses médicaments comme il devrait les prendre, soit il les arrête, soit il les prend de manière régulière. Et à titre d'exemple, si vous prenez une population en Belgique de diabétiques et que vous regardez si les diabétiques ont d'autres comorbidités, par exemple l'hypertension et l'hypercholestérolémie, eh bien 4% seulement de ces patients sont à leur target, sont traités comme ils devraient être. 4%. Ça, c'est quand même très surprenant et c'est un peu rageant pour nous soignants. Enfin, comment est-ce possible? Ces patients, quand même, ne font pas beaucoup d'efforts. On leur explique tout ce qu'ils doivent faire et ils ne le font pas. Alors, je vais vous demander un petit exercice physique. Là, vous êtes assis depuis 1 heure à peu près. Donc, je vais vous demander de vous mettre debout. Ça va faire un peu de bruit, mais c'est pas grave. Voilà. Alors je vais demander à ceux qui sont non-fumeurs de rester debout. Pas mal, pas mal. Je vais demander à ceux qui ont consommé hier 5 portions de fruits ou de légumes de rester debout. Les autres peuvent s'asseoir. Alors je vais demander à ceux qui ont fait moins d'une demi-heure d'exercice physique tous les jours depuis 1 semaine de s'asseoir. Puis je vais demander à ceux qui ont consommé moins de portions de poisson sur la semaine, moins de 2 portions de poisson sur la semaine, de s'asseoir. Félicitations. Voilà. Et on voudrait que nos patients suivent nos avis. C'est là toute la difficulté, bien entendu. Donc on va parler d'empowerment. Imaginez bien la difficulté du sujet. Donc l'autre aspect, c'est que la maladie, la vision sociétale de la maladie évolue à travers une médicalisation de l'existence humaine, le
fait qu'on découvre des nouvelles maladies, des nouveaux médicaments. Le Viagra marche aussi chez les femmes, donc voilà, c'est une bonne nouvelle. Et on se rend compte qu'on évolue dans un statut de norme sociale. Aujourd'hui, il n'est plus nécessairement très bien vu d'être obèse, il n'est pas très bien vu de fumer. Demain, il sera peut-être plus très bien vu d'être âgé. Si vous avez vu ce rapport du KCE qui est sorti il n'y a pas tellement longtemps sur la vie des Belges et qui doit encore bénéficier de remboursement de soins, eh bien, il y a toute une série de critères comme ça qu'on commence à contester, de dire peut-être que le fumeur il devrait intervenir lui-même dans ses soins plutôt que les faire payer par la société. Donc il y a cette chronicité, il y a le fait qu'on est tous des humains et qu'on ne suit pas nécessairement ce qu'on nous dit de faire, et puis il y a la vision de la société aussi. Alors la maladie, ça commence par, avant on parlait d'empowerment, ça commence par ce qu'on appelle le powerlessness, où on perd son pouvoir quand on est malade, on devient, comme Michel Dupuis l'a mentionné, on devient plus un objet qu'autre chose, on est entre les mains, l'expression qu'on utilise, entre les mains des médecins, des infirmières, du personnel soignant. Et donc on perd une série de caractéristiques. Et l'empowerment va être justement de revenir à la surface, d'agir sur les déterminants de sa santé soi-même lorsqu'il est confronté à des sentiments de difficulté et d'impuissance. Donc on retrouve dans ce sentiment de perte de pouvoir de l'individu, engendré par la maladie, deux ruptures qui sont d'une part la rupture du sentiment de sécurité, mais aussi et surtout la perte d'identité. On n'est plus soi-même quand on est malade, on est confronté à une vision différente, on est vu par les autres différemment quand on est malade, et c'est une perte de sentiment d'identité qui est très difficile, qui rompt la cohérence de l'individu et qui fait perdre ses repères et l'aspect positif que l'on a de soi. Alors, qu'y a-t-il derrière ce mot empowerment? Je vous ai mis quelques mots là, on peut en sortir encore une dizaine. On va parler d'autonomie, on va aussi parler probablement de prise de décision à un certain moment. Il va y avoir des phénomènes de motivation qui vont être sous-jacents, qui doivent être sous-jacents en permanence. Est-ce que c'est aussi une démarche qui va être une démarche un peu rebelle quelque part du patient? Et comment est-ce que cette rébellion peut être perçue par le soignant qui, lui, estime que le patient doit suivre les avis qu'on lui donne? Est-ce que ça va aller jusqu'à une certaine prise de pouvoir? Donc il y a toute une série de concepts et d'idées et de perceptions individuelles du patient qu'on retrouve derrière ce mot empowerment. Alors, donc, il y a bien entendu aussi les aspects éthiques. En tant que patient, c'est la liberté de décider ou de ne pas décider. C'est la liberté de faire confiance au corps médical ou pas. C'est la liberté d'accepter son traitement, sa chimiothérapie, ou de dire non, mais cette fois-ci, je n'en veux plus. C'est la liberté de ne pas accepter un diagnostic, c'est la liberté de ne pas accepter un soin, et toute une démarche. On va voir s'affronter aussi toute une série de notions qui sont la notion d'un côté d'autonomie du patient, de besoin d'autonomie, de retrouver son autonomie, mais aussi l'aspect de bienfaisance du médecin, de l'infirmière derrière, des aspects d'équité aussi qui vont intervenir, et au-delà de ça, les aspects de droit de l'homme. Important aussi parce qu'on va essayer de donner son empowerment éventuellement, mais est-ce que la personne a suffisamment d'autonomie, suffisamment de capacité, je ne parle même pas de capacité cognitive, mais des capacités autonomes, est-ce qu'elle a, en tant que personne en souffrance, est-ce qu'elle a ces capacités? Peut-être elle les a quand elle est bien en bonne santé, quand elle est dans une situation de bien-être, elle les perd complètement lorsqu'elle est en souffrance. Et donc, est-ce que, en fait, en face de soi, on a un patient qui est suffisamment éclairé, qui sait de quoi on parle, et un patient qui est activé, c'est-à-dire qui est dans un stade de motivation et d'envie d'aller vers une situation
d'autonomie et d'indépendance. Et donc on est entre cette notion d'autonomie de base et, poussée à son extrême, l'aptitude de prendre une décision ou de partager une décision médicale éclairée. Alors, est-ce que c'est donné à tout le monde? Probablement non. Est-ce que ça nous est donné à nous individuellement, chacun, à chaque moment? Probablement non. Nous trouvons, en cas de maladie, probablement dans une situation qui fluctue entre la dépendance totale et l'envie de se prendre en charge, comme on dit, je préfère l'expression, se prendre en soin. Et de quoi va-t-on parler dans cette démarche d'autonomie? Est-ce qu'on va être en tant que patient un véritable partenaire ou est-ce qu'on va être un soignant auxiliaire? C'est une forme d'autonomie aussi, mais qui n'est pas la même chose qu'un partenariat. Et ce que je veux dire par là, un patient diabétique peut faire, souvent ils le font, ses injections d'insuline lui-même. Il est partenaire, mais il est surtout dans une démarche d'auto-soin. C'est un geste médical qui est posé. Il n'est pas dans une décision, je prends de l'insuline ou je n'en prends pas. Donc, c'est une démarche qui est relativement facilement atteignable pour un certain nombre de patients, en tout cas pas pour tous, encore une fois, donc il faut qu'on soit vigilant là-dessus, mais il n'est pas dans l'autodécision. Je vais voir mon médecin et je lui dis que l'insuline, je n'en veux plus, ou que je n'en veux pas. Donc, on est dans des pôles, je dirais, sur un axe, on est sur deux pôles qui sont un peu opposés et dans lesquels chacun doit pouvoir se situer, que l'on soit malade ou que l'on soit soigné. Alors, l'empowerment, ce n'est pas une situation A, B, voilà, je me réveille le matin et j'ai décidé que voilà, maintenant je suis empowered. C'est pas comme ça que ça se passe, il y a un cycle, il y a une série d'étapes qui commencent, parce que c'est du changement de situation, qui commence par le déni, puis qui évolue vers la prise de conscience, l'envie, la motivation de changer, la prise d'information, l'éducation, la motivation qui continue, la prise de décision, l'action, l'évaluation de l'action, et ainsi de suite. Il y a une série d'étapes par lesquelles le patient va passer et que nous, soignants, devons être absolument conscients et être vigilants, savoir dans quelle étape il se situe, parce que le partenariat ne va pas être le même si le patient est en déni ou s'il est déjà dans une phase de motivation avant. Donc tout ça nous amène à en fait élargir le colloque médical. C'est ça la démarche de l'empowerment, c'est vers ça que l'on doit aller, c'est élargir, intégrer le patient dans ce colloque et voir jusqu'où on peut l'intégrer, sachant qu'à l'hôpital c'est probablement encore différent de la médecine générale et la médecine hors hôpital. Alors le colloque médical, on l'a déjà abordé, c'est l'équipe pluridisciplinaire. Encore faut-il entendre ce qu'il y a dans le concept d'équipe pluridisciplinaire. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une année, j'en parlais avec un chef de service, qui me parlait de son équipe pluridisciplinaire. Puis en creusant un petit peu, je dis, mais qui est-ce qu'il y a dans cette équipe pluridisciplinaire? On était dans un domaine d'oncologie. Alors il y avait le radiothérapeute, il y avait le chimiothérapeute, il y avait l'oncologue, il y avait le médecin. Mais il appelait ça son équipe pluridisciplinaire. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière le terme équipe pluridisciplinaire pour être vigilant? Donc le colloque médical à qui il évolue, c'est cette équipe pluridisciplinaire, c'est la médecine de groupe. En médecine générale, c'est les trajets de soins, ce sont toutes des tentatives d'élargissement du colloque, mais dans lequel il faut bien reconnaître que le patient n'est pas encore très présent. Donc le patient au centre du poids, finalement, pour reprendre la première slide, c'est un fait que le patient le savoir des patients est devenu un fait social, c'est incontestable, ils ont des connaissances, qui ne sont pas les connaissances des professionnels, mais ils ont des connaissances, parce qu'ils vont sur Internet, ils ont aussi des connaissances de leur maladie à eux. Moi, je peux vous décrire ce que c'est qu'une crise d'épilepsie, mais qui mieux qu'un épileptique la définit, ce qu'il ressent? Moi, je suis incapable de vous dire ce qu'un épileptique ressent au moment où il va avoir une crise. Donc,
quand même intéressant d'intégrer ce savoir d'un patient diabétique qui fait une hypoglycémie. Encore une fois, je peux vous décrire les symptômes de l'hypoglycémie. Je fais ça très bien, très, très fort en détail, mais je ne l'ai pas ressenti. Donc, pourquoi ne pas intégrer le savoir de ces patients? La deuxième question, c'est l'expertise justement qu'un patient diabétique a acquis. Est-ce qu'on la reconnaît, d'une part? En deuxième lieu, est-ce qu'elle va mener au partenariat avec le soignant? Est-ce que le soignant est prêt à accepter, à accueillir cette expertise? Et est-ce que le malade est prêt à la partager? Ou est-ce qu'il va aller dans une démarche d'opposition avec le médecin, avec l'infirmière, en disant « mais moi je sais beaucoup mieux que vous ». Donc, il y a là des éléments que l'on doit bien tenir en compte lorsqu'on parle de mettre le patient au centre. Et donc, la recherche de partenariat, je pense que c'est une recherche que les patients, ou certains patients demandent, c'est le mouvement en tout cas, elle est animée par le désir, elle est animée par la motivation et par l'espoir, et donc devrait permettre d'évoluer vers ce qui était, on peut espérer que c'est dans cette passé, le corporatisme et le maternalisme, d'évoluer vers le patient au centre, mais surtout d'évoluer, c'est la démarche future, c'est la démarche vers laquelle on doit tendre, vers le partenariat avec les patients. Et donc dans tout ça, il y a la dimension humaine du malade, il y a la maladie, il y a l'organe vital qui est éventuellement atteint, mais il y a surtout le projet de vie du patient et il est pour moi indispensable de connaître le projet de vie de chaque malade, vers quoi veut-il aller, quelle est sa vie après la maladie, quelle est sa vie dans la maladie, en intégrant celle-ci. En tant que médecin, je peux vous dire qu'il est exceptionnel que l'on se préoccupe du projet de vie d'un malade. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait habituellement. On voit l'organe malade, on voit éventuellement la maladie, on voit peut-être la personne malade, mais quelle est la volonté de ce patient dans sa vie, qu'est-ce qui va le faire bouger, qu'est-ce qui va le motiver, qu'est-ce qui va le faire sortir éventuellement de sa maladie, on s'en préoccupe vraiment très très. Je pense qu'au niveau infirmier, vous êtes d'ailleurs beaucoup plus loin. Alors par où commencer? Parce que bon, tout ça c'est très bien, mais ça paraît un vaste champ. Je pense qu'au niveau soignant, la première démarche, et c'est ce que nous enseignons dans la formation sur le coaching santé, c'est l'apprentissage de soi. Je pense qu'il y a une grosse réflexion que chacun d'entre nous, chaque soignant doit faire sur soi-même, de bien se connaître, de savoir exactement où il est et vers quoi il veut aller. C'est un deuxième point d'adopter cette posture bien particulière, et la posture coach, qui est une posture d'écoute de l'autre, de compréhension de l'autre, d'une écoute active. Je pense que c'est une deuxième démarche qui est essentielle si on veut pouvoir un jour intégrer ce partenariat avec des patients. Et c'est enfin aller par la modélisation du changement et comprendre les étapes du changement et les partager et accompagner le malade dans son trip de changement. Donc pour ce faire, je ne vais pas aller dans les détails, nous avons développé un modèle qui s'appelle l'Alliance thérapeutique intégrée, qui est un modèle en 6 phases, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui est un modèle d'accompagnement et qui donc intègre toutes ces étapes qui passent par l'information jusqu'à l'autonomie, par la sensibilisation et la mise en œuvre et l'évaluation et le maintien des actions que nous faisons. Un dernier mot pour terminer sur le patient expert. C'est une démarche que l'on voit naître très fort au Canada pour l'instant, à l'Université de Montréal, disons l'Université des patients d'ailleurs. Et donc, l'étape ultime, c'est d'arriver à avoir ces patients experts intégrés dans une culture disciplinaire. Alors, qu'est-ce qu'un patient expert? J'ai essayé de vous le résumer. Mais d'abord, il s'agit de personnes. On ne parle pas de malades, on parle de personnes qui souffrent d'une maladie chronique en général et qui se forment en permanence sur la maladie qui les concerne et qui attribuent à apporter des améliorations à la prise en soin
ne parle pas de prise en charge, mais de prise en soin de la maladie et de sa prévention. Ce sont des gens que vous avez rencontrés, qui sont passionnés par ce qu'ils font, qui s'inscrivent dans une éthique qui est à la fois une éthique de l'efficacité et une éthique de l'utilité, qui les amène à compléter le rôle des professionnels, qui ne se substituent pas aux professionnels, qui les complètent, et qui mènent des actions qui ressortissent des impensés, institutionnelles, c'est-à-dire des choses à laquelle l'institution n'est pas formée pour, on n'a pas le temps, on n'a pas la priorité de travailler sur ces aspects-là, et les patients experts peuvent complémenter ces impensés institutionnels, donc dans une démarche qui est totalement altruiste. Alors, pourquoi les patients experts? Parce que la maladie isole et l'expertise soignent. Et donc, ces patients experts arrivent à passer de l'auto-efficacité à l'estime de soi et à la reconnaissance dont Michel Dupuy a également parlé il y a quelques instants. En conclusion, eh bien, je pense que la voie est là, la voie est tracée. L'éducation thérapeutique commence à s'instaurer dans pas mal d'institutions. Je pense qu'elle doit être encore plus institutionnalisée, que ce soit au niveau local, au niveau régional, au niveau du pays, peu importe, mais la démarche d'éducation thérapeutique doit encore être plus institutionnalisée, doit être plus présente systématiquement. Elle va permettre sur cette base-là de développer des démarches et des postures d'accompagnement du patient, et va permettre dans un chemin ultime d'aller vers des expertises partagées. Il reste des moyens à mettre en œuvre, bien entendu. Tout cela nécessite la formation des professionnels, la formation des patients partenaires. Ça nécessite une grosse réflexion sur comment va-t-on les former, sans pour autant de nouveau être leur tuteur et leur dire ce qu'ils doivent faire, parce qu'on pense que c'est nous qui le savons le mieux. Il faut bien entendu des structures de fonctionnement, des outils pédagogiques et des moyens de communication avec les patients une fois qu'ils ont quitté l'hôpital. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'empowerment ce matin. J'espère que ça vous donnera des idées à mettre en place totalement.